Bonjour Philippe Vigier. Bonjour. Vous êtes député de l'Eure-et-Loir et vous êtes président du groupe Liberté et Territoire. Alors c'est un groupe, pour dire les choses simplement, centriste à l'Assemblée nationale. C'est un groupe qui a été assez récemment fondé. C'est le 8e groupe parlementaire. Jamais il n'y a eu autant de groupes dans l'Assemblée nationale. À quoi ça sert ? Écoutez, c'est un groupe qui a une année, puisqu'on a la première bougie, le premier gâteau, c'était il y a quelques jours. À quoi ça sert? C'est de porter la voix des territoires. Vous savez, c'est un mot qu'on a redécouvert. Ce que doivent faire tous les députés, pardon, mais chaque député porte son territoire, sa circonscription. Oui, mais on ne porte pas que notre territoire, on porte l'ensemble des territoires de France et d'outre-mer, avec cette deuxième façade maritime mondiale que porte la France. Députés de Wallis et Futuna, députés de Corse, députés naturellement de la métropole. Ce sont des hommes et des femmes qui ont fait le constat que depuis 2 ans et demi que Emmanuel Macron est arrivé comme président de la République, il y a eu cette espèce de coupure très forte, cette fracture territoriale très forte, et donc il faut incarner cette voie pour dire que les territoires sont des territoires d'initiative, de créativité, d'inventivité, là où on est capable de trouver. Vous savez, la France des solutions, elle est dans les territoires. Le numérique, ça passe par les territoires. La téléphonie, ça passe par les territoires. L'agriculture de demain, avec notamment les start-up que l'on peut connaître, ça passe également dans les territoires. Donc chacun fait son parcours. Vous êtes centriste? Oui, au centre de l'échiquier politique. Il y a des députés dans votre groupe qui viennent de la droite, certains du centre, certains de la République En Marche. Oui, ou par exemple François Pipponi, qui était socialiste, mais qui a fait aussi tout ce travail. Qui a fait un stage à la République En Marche et qui arrive chez vous. Absolument, mais un stage de courte durée, on va dire. Voilà, mais simplement, ce sont surtout des hommes et des femmes d'expérience, qui ont eu des parcours de maires, de conseillers régionaux, de conseillers départementaux, et qui savent que c'est pas à Paris qu'on décide tout. Et qui voient quoi en ce moment? On s'approche, la grève des hôpitaux demain, dans quelques jours, le premier anniversaire de la grande manifestation des Gilets jaunes et puis les grèves du 5 décembre. Qu'est-ce que vous voyez en ce moment dans les territoires? On voit les fractures. Les fractures se sont accumulées au fil du temps. Il y a eu des retraités l'année dernière qui ont rejoint les Gilets jaunes, comme vous le savez, avec ceux qui ont des difficultés pour trouver un boulot. Il y a maintenant toutes ces fractures hospitalières territoriales que je ne cesse d'expliquer, je ne cesse de dénoncer. J'ai d'ailleurs interrogé le Premier ministre hier. Imaginez qu'on vient de voter le budget de la sécurité sociale. Il n'y a pas un nouvel euro pour l'hôpital. L'hôpital français est en danger alors que c'est le meilleur du monde. Et on laisse faire cela parce qu'il y a eu 30 ans de non-gestion. Donc sur toute cette thématique, sur la transition écologique, puisque nous avons des députés, donc une forte marque écologique comme Mathieu Orphelin, qui a quitté la République En Marche, qui a quitté également la République En Marche, parce qu'ils sont tous déçus. Ils ont cru qu'avec le nouveau monde, on allait enfin gérer les problèmes. Pardon de vous interrompre, mais quand vous dites il y a des fractures, on a l'impression que ce langage, on l'a déjà entendu moult et moult fois. Est-ce qu'il y a des choses différentes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a plus de tensions, moins de tensions? Est-ce que le chef de l'État qui avait repris la main avec le grand débat est en train de se refaire déborder? Comment est-ce que vous voyez les choses? Il a repris la main, il était grand temps qu'il la reprenne. Oui. Je pense qu'il s'est vraiment imprégné des territoires. D'ailleurs, il y a une carte qui est sortie, on voit très bien tous les déplacements qui ont été faits sur le terrain. Pour autant, les problèmes sont encore là. Je vais prendre un exemple. Regardez la téléphonie mobile, ce qu'on appelle le New Deal. Le déploiement tel qu'il est prévu est insuffisant. Mais vous voyez, notre groupe a proposé que l'on accélère ce déploiement en faisant quoi? Les pylônes, ils sont payés par qui? Par les opérateurs téléphoniques. Avec mon président de département, Claude Thérouinard, nous avons proposé que les collectivités puissent cofinancer ces poteaux. Si on finance ces poteaux, c'est la 4G, c'est la 5G, parce que pas le téléphone mobile. Demain, on résout les fractures. Ces territoires n'en peuvent plus d'avoir été essorés. Nous préconisons par exemple la déconcentration des services de l'État. C'est quoi? Ne pas laisser tous les fonctionnaires dans les villes-préfectures, les envoyer dans les petits bourgs-centres que j'ai fait dans ma commune. Nous avons été une des premières de France à faire cela. C'est comme cela qu'on arrivera à créer ce lien. Les fractures, disiez-vous, se voient et s'élargissent. On voit la violence aussi arriver et revenir dans l'actualité. Hier, des étudiants ont envahi le ministère de l'Enseignement supérieur, ont empêché la tenue d'une conférence de François Hollande. Mauvais présage? Ça m'inquiète beaucoup, parce qu'en fait, on a une sorte de coagulation de tout. Les retraités qui ont peur avec la grande réforme des retraites qui est annoncée, l'hôpital, les gens ne peuvent plus se soigner, l'immigration qu'on a du mal à contenir, parce que le Premier ministre a été courageux lorsqu'il a parlé de quotas d'immigration par métier. Moi, je l'ai soutenu. La réforme de l'AME également, j'ai soutenu parce qu'il y a un certain nombre de dévoiements. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il y a toutes ces tensions qui sont en train de se cristalliser. Il appartient au président de reprendre la main. En faisant quoi? À nouveau un grand débat, à nouveau un tour de France? Non, c'est pas un grand débat. Non, écoutez, tous les diagnostics ont été posés. Reprendre la main sur les retraites, il faut rassurer. Vous ne pouvez pas alerter. Non, il ne le fait pas suffisamment, pardonnez-moi. Un régime unique, très bien. L'annexion des régimes spéciaux, parfait, tout le monde le dit, ça n'a pas été fait. Bon. Mais en même temps, vous ne pouvez pas gérer tous les indépendants, tous ceux qui ont cotisé, qui ont une retraite complémentaire où il y a 15-16 milliards qu'on va leur prendre. Non, il faut aussi rassurer un peu.
Par exemple, sur l'assurance chômage, vous savez très bien cette mesure qui a été prise, du fait qu'il faille travailler pendant 6 mois sur les 24 derniers mois. Ça va dans le bon sens, mais il y en a certains qui vont tomber dans le panneau tout de suite. Donc il faut faire cette pédagogie de ceux qui avaient l'habitude de travailler que quelques semaines et d'être indemnisés. Et leur expliquer que le système a changé, mais c'est ça la réforme, non? Oui, mais expliquer avec plus de pédagogie. Il manque ce discours de la méthode, si j'ose cette formule, parce que c'est en expliquant qu'on arrive à l'adhésion. De même sur la transition écologique, regardez comment le gouvernement s'était vautré l'année dernière, en nous expliquant le gasoil c'est très dangereux pour la santé, on augmente les taxes. Vous avez vu ce qui s'est passé. Alors que la transition écologique, c'est une exigence absolue dans l'adhésion. Oui, regardez le glyphosate, nous étions hier à l'Assemblée. Cette commission qui a été montée a montré qu'on ne pouvait pas comme ça décréter qu'en 2021 c'était terminé. Et oui, il n'y a pas de produit de remplacement. Voilà, ce qu'il faut simplement, c'est expliquer les étapes, border la route. Alors, expliquer les étapes. Muriel Pénicaud devait présenter aujourd'hui au Conseil des ministres un projet pour faciliter le travail de nuit, en particulier dans le commerce agroalimentaire. Hop, le sujet est passé à la trappe. On ne facilite pas, on pénalise ceux qui faisaient déjà l'effort d'aller travailler de 20h à minuit. Ouais. Mais bon Dieu, au moment où on cherche du pouvoir d'achat, il ne faut pas dire à ceux qui ont déjà fait cet effort, cette démarche, allez travailler le soir, ça c'est un critère de pénibilité, c'est une rupture de vie familiale, et vous leur dites vous allez gagner moins. Mais non, les Français ne sont pas idiots. Donc c'est pas comme ça. Et donc il fallait l'enlever, il fallait le retirer du Conseil. Absolument. En revanche, ce qu'il fallait faire, c'est ce que j'avais proposé. Vous savez, pour les primes d'intéressement. Les primes d'intéressement, il faut qu'il y ait un accord d'entreprise, c'est trop compliqué. Dans une PME, vous avez 5-10 salariés. Vous voulez plus payer vos salariés, vous donnez cette prime. Là, non, ça n'a pas été fait. On arrive à mi-mandat du président, on a même basculé dans la deuxième partie du mandat. Aujourd'hui, la droite est en piteux état, le centre n'a pas encore fait émerger... Éclaté, il n'a pas fait émerger un candidat naturel. Si les élections avaient lieu demain, vous feriez quoi? Barrage au Front National, quoi qu'il arrive. Mais ça ne suffit pas. Il faut bien comprendre que ces clivages droite-gauche ont été éclatés pour 2 tiers des Français disent qu'ils n'existent plus. Attention, il y avait un sondage chez un de vos confrères l'autre jour qui expliquait qu'il n'y avait plus que 10 points entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'il y a danger. Et le piège dans lequel le président de la République veut nous enfermer, c'est de dire qu'il y a ce duel à installer. Surtout pas installer ce duel. Surtout pas. Si on le fait, c'est un suicide politique. Et comment on fait pour ne pas installer ce duel? Il faut faire émerger quelqu'un. En tout cas, les prochaines semaines et les prochains mois, il faut une offre politique nouvelle qui part des territoires, qui s'occupe aussi de la justice sociale, qui explique, c'est très bien fait le général de Gaulle, la participation, l'intéressement. Chacun doit sentir un rôle dans cette société et doit être mieux rémunéré naturellement. Donc et puis, les centristes devraient avoir un candidat? Tous les centristes, les familles centristes qui sont, comme vous en disiez, tout cas, éclatées. il faut une voix modérée, une voix européenne, une voix exigeante, mais une voix avec une fibre sociale et écologique. À propos, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez à décider sur Paris? Cédric Villani, sans hésiter une seule seconde. Pourquoi? Parce qu'il a une intelligence de situation exceptionnelle. Et je pense qu'à Paris, il faut une personnalité un peu différente des autres. Pas quelqu'un qui sort du sérail, mais quelqu'un qui est un peu original, et il l'est parfaitement. Malgré la désignation officielle de Benjamin Griveaux par La République En Marche, ça vous en fichez? Vous m'accorderez... moi, je ne suis pas marcheur. Évidemment, vous m'accorderez quand même que la stratégie des municipales de La République En Marche est pour le moins brouillardeuse. Y compris vis-à-vis des centristes? Oui, de toute façon, ils vivent leur vie dans leur coin, mais j'ai peur qu'ils essuient un échec cuisant aux élections municipales. Et ils vont connaître ce que c'est que la vie politique, c'est compliqué, ça ne se décrète pas comme ça en un claquement de doigts. Voilà, et les revers éventuels après le triomphe. Merci beaucoup, Philippe Vigier. Merci.